La matière libre. En effet, ces découvertes, en soi assez stupéfiantes, sont seulement le seuil d'une terre nouvelle. Aussi nouvelle, mon Dieu, que pouvait l'être l'apparition d'une première prairie verte sur le manteau de cailloux de cette bonne terre et d'un premier regard sur ce printemps de la terre. Seulement, il ne suffit pas d'un nouveau regard. Il faut encore apprendre à vivre et à manipuler cette fantastique liberté cellulaire. Comment va-t-on s'y prendre ? Les derniers stades, un peu vertigineux, du passage d'un état à l'autre, nous donnent la clé. Mère n'avait pas froid aux yeux. À 90 ans, elle était plus jeune et plus aventureuse que les petits d'hommes. C'est en quelque sorte l'aventurière de la prochaine espèce. Personne autour d'elle n'y comprenait rien. On la trouvait vieille, infirme, retombée en enfance. On se demande ce que devait sentir un premier reptile qui tout d'un coup prend des ailes. Mais ce vertige même contenait la clé du nouveau fonctionnement, comme quoi l'obstacle est toujours le levier. 63 207. Tous les rythmes habituels du monde matériel sont changés. Le corps ne peut plus savoir de la manière dont il savait avant. Alors, il y a une période où l'on est en suspens. Ce n'est plus cela, ce n'est pas encore cela, c'est juste au milieu. Et la difficulté, c'est qu'il y a de tous les côtés, et d'une façon constante, toutes les suggestions imbéciles de l'entourage. L'âge, la détérioration, la possibilité de la mort. La maladie et l'abrutissement, la déchéance. Cela vient tout le temps, et tout le temps, ce pauvre corps harcelé. Il y a la vieille espèce autour. Il ne suffit pas de trouver la nouvelle, il faut encore ne pas se faire tuer par la vieille. Un premier anthropoïde, c'est très dérangeant pour les singes. 69 192. Le travail consiste à changer la base consciente de toutes les cellules, mais pas toutes à la fois, parce que ce serait impossible. Même petit à petit, c'est très difficile. Au moment du changement de la base consciente, il y a presque comme un affolement dans les cellules, et l'impression « Ah, qu'est-ce qui va arriver ?» Alors, de temps en temps, c'est difficile. C'est par groupe, presque par faculté, ou par partie de faculté. Et il y en a qui sont un peu difficiles. Il y a un moment où il y a presque une angoisse, n'est-ce pas ? On est suspendu comme cela. Ce peut être quelques secondes, mais ces quelques secondes sont terribles. Et même cela, ça vient de cet imbécile esprit de conservation qui est au fond de toute conscience cellulaire. Le corps le sait. Il le sait. C'est une vieille habitude. Il faut que tous les groupes de cellules, toutes les organisations de cellules fassent un abandon total dans une confiance totale. C'est indispensable. Et alors, il y en a pour qui c'est le mouvement spontané et inévitable. Il y en a d'autres qui doivent être un peu triturées pour qu'elles apprennent. Ce sont les différentes fonctions qui sont prises l'une après l'autre dans un ordre merveilleusement logique, suivant le fonctionnement du corps. C'est une chose merveilleuse. Seulement, le corps est une très pauvre chose, ça c'est vrai. Et puis il y a les inquiétudes autour, depuis une angoisse à l'idée que c'est possible, jusqu'à une hâte que la fin arrive. Il y a toute une gamme, depuis la crainte jusqu'au désir impatient.
enfin libre. Enfin libre de faire toutes les bêtises que je veux. Et le corps est très sensible à ce qui vient des gens. 66, 285. Pratiquement, je ne peux plus manger. Je me force, autrement je ne ferai que boire. J'ai l'impression de marcher à tâtons et que le moindre faux pas vous ferait tomber dans le précipice. On est comme sur une crête entre deux précipices. Et c'est quelque chose qui se passe dans les cellules du corps. Ça n'a rien de moral. Ce n'est même pas de la sensation. 71, 22, 12. À chaque minute. Veux-tu la vie? Veux-tu la mort? Veux-tu la vie? Veux-tu la mort? 69, 18, 10. Vraiment, l'état ordinaire, le vieil état, c'est consciemment la mort et la souffrance. Et puis dans l'autre état, la mort et la souffrance paraissent des choses absolument irréelles. Voilà. 70, 205. Le corps se trouve tout d'un coup en dehors de toutes les habitudes, de toutes les actions, réactions, conséquences, etc. Et là, c'est comme un émerveillement. Et puis ça disparaît. C'est si nouveau pour la conscience matérielle que chaque fois on se sent sûr. La conscience a une minute d'affolement. Question. Je me suis dit plusieurs fois que si tout d'un coup on donnait à une chenille, par évolution accélérée, des yeux d'homme, oui, c'est cela. Justement, le corps sait qu'il n'est pas malade. Il sait que ce n'est pas une maladie, que c'est justement une tentative de transformation. Il le sait très bien, mais il y a tous les siècles d'habitude. Et puis ce cri. 66-93. Non, c'est vraiment un état bizarre. Un rien vous ferait perdre le contact. Il ne dépend plus des lois physiques. Ce rien qui vous ferait perdre le contact, c'est la mort de la vieille espèce. Il fallait arriver à ce point du processus où il ne reste plus rien du vieux fonctionnement. N'est-ce pas? On ne peut pas être à la fois le reptile et l'oiseau. Il y a un moment où il faut que ça décolle. Et c'est dans ce moment-là que l'on attrape la clé. Qu'on l'attrape avec son corps, pas avec la tête, bien entendu. 60, 26, 11. Pendant l'espace de 3-4 minutes, quelquefois 10 minutes, je suis abominablement malade, avec tous les signes que c'est fini. Et c'est juste pour que je trouve, que je fasse l'expérience, que je trouve la force. Et alors, c'est seulement avec ces moments-là où logiquement, selon la logique physique ordinaire, c'est fini, qu'on attrape la clé. La clé est extraordinairement simple. C'est comme le poumon qui asphyxie. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche et il appelle l'air. Et qu'est-ce que font toutes ces cellules qui asphyxient, qui n'ont plus de support, plus d'habitude, plus de petits enroulements, qui sont projetées dans rien? Elles répètent le mantra. Au lieu d'enrouler la mort, tout d'un coup, elles se mettent à enrouler la vie nouvelle, la vibration nouvelle, la force nouvelle. De couche en couche, épaisse, gluante, trépidante, du mental intellectuel au mental émotif
et au mental des sensations. Le mantra traverse comme une foreuse. Il vrille là-dedans, imperturbablement, avec toute la vertu d'une vieille bonne femme radoteuse qui répète et répète, jusqu'à ce qu'il arrive à la couche microscopique du mental physique. Là, l'expérience devient automatique. Sous la pression du mantra, une maille cède. Panique. Puis une autre. Beaucoup de petites paniques éducatives. Chaque fois, un trou d'air se fait dans la trame, et la cellule attrape ce qu'elle peut. Le mantra. Et alors le phénomène devient extraordinairement intéressant. Il est contagieux. La matière est le lieu de la contagion immédiate. Rien ne peut rester séparé et cloisonné. Ça se répand instantanément. Pour la bonne raison que la matière est parfaitement continue, de la petite cellule jusqu'aux confins galactiques. 67-28. L'énergie était tout à fait partie. Mère avait été gravement malade, une fois de plus, pour laisser le corps absolument à lui-même, pour sa conversion, pourrait-on dire. Mais alors, il y a eu, dans cette conscience corporelle, la même aspiration et la même ardeur que dans les autres parties de l'être, et avec une stabilité beaucoup plus grande que dans n'importe quelle partie de l'être. Il n'y a pas de fluctuation comme dans le vital et dans le mental. C'est très stable. Et ça s'établit par des espèces de pulsations, pas distantes l'une de l'autre, sur un détail d'abord, puis qui se répandent et deviennent généralisées. 63-36. C'est ce mental des cellules qui s'empare d'un mantra et qui finit par le répéter automatiquement, avec une persistance. J'ai entendu les cellules répéter mon mantra. C'était comme un chœur, et chacune répétait automatiquement. C'était comme de toutes petites voix, mais d'innombrables petites voix qui répétaient le même son. Cela m'a fait l'effet d'un chœur dans une église, avec beaucoup d'enfants de chœur, de toutes petites voix. Mais le son était très clair. J'en étais ahuri. Le son du mantra. 67-20-12. Il y a une stabilité dans la résolution et dans l'aspiration qui ne se trouve nulle part ailleurs autant qu'ici. Mère frappe son corps. Ça, c'est la caractéristique de la matière. Et quand elle s'est donnée et qu'elle a la foi, ça devient si stable, si constant. C'est quelque chose qui est établi, et établi sans effort, établi spontanément, naturellement, normalement. Alors on peut prévoir que quand cette matière deviendra vraiment divine, sa manifestation sera infiniment plus complète, plus parfaite dans les détails et plus stable que n'importe où ailleurs, dans n'importe quel autre monde. 58-115. C'est curieux. Le mantra coagule quelque chose. Toute la vie cellulaire devient une masse solide, compacte, et d'une concentration formidable. Et une seule vibration. Au lieu de toutes les vibrations habituelles du corps, il n'y a plus qu'une seule vibration. Cela devient dur comme une pierre, tout dans une seule concentration, comme si toutes les cellules du corps avaient une seule masse. 68-225. Tout le temps, même au moment des pires difficultés, tout le temps cela jaillit des cellules comme un hymne doré. L'incantation, n'est-ce pas? L'appel. C'est ce que Sri Aurobindo avait découvert quelque 40 ans plus tôt. Seulement,
il ne nous a jamais expliqué sa découverte, probablement parce qu'il ne sert à rien d'expliquer. Il faut devenir dans son corps. Voici ce qu'il disait. Il y a aussi un mental obscur, un mental du corps, des cellules même, des molécules, des corpuscules, et qu'elle, le matérialiste allemand, a parlé quelque part d'une volonté dans l'atome, et la science récente, Heisenberg, en présence des imprévisibles variations individuelles dans les activités de l'électron, est sur le point de s'apercevoir que ce n'est pas une métaphore, mais l'ombre projetée par une réalité secrète. Ce mental corporel est très tangiblement réel. Par son obscurité, son attachement obstiné et mécanique au mouvement passé, sa facilité à oublier, son refus du nouveau, il est l'un des obstacles principaux à la pénétration de la force supramentale dans le corps et à la transformation du fonctionnement corporel. Par contre, une fois effectivement converti, ce sera l'un des instruments les plus précieux pour stabiliser la lumière et la force supramentale dans la nature matérielle. Mais pour cela, il fallait arriver au point d'asphyxie de la vieille matière, de la fausse matière, devrions-nous dire. Et maintenant, nous nous trouvons devant la question, la vraie question. Qu'est-ce donc que la matière ? La matière telle qu'elle est, la vraie matière. On nous a dit que c'est telle loi, plus ou moins telle loi, plus ou moins telle loi, et tel acide aminé, plus ou moins tel nucléotide, plus ou moins une infernale addition. Oui, l'addition de toutes les habitudes que nous avons prises pour circuler dans un premier bouillon de culture terrestre. Mais de loi, il n'y en a pas. Il y a seulement des habitudes fossilisées. Et un jour de 1965, à une occasion très banale, le tableau est devenu clair comme de l'eau de roche. Il s'agissait d'une disciple qui avait un commencement de tumeur dans le cou. 65-266. C'est une tumeur. Probablement un cheveu qui s'est enroulé et que l'organisme a enveloppé d'une couche de peau. Et par habitude, il a continué à fabriquer de la peau autour. Une couche, puis une autre couche. C'est une bonne volonté imbécile. Et c'est comme cela pour presque toutes les maladies. C'est comme cela pour la vie tout entière et pour la matière tout entière. Une bonne volonté imbécile qui se tord dans un sens ou dans l'autre suivant les besoins du moment. Et s'il y avait le vrai besoin d'une vraie vie. Et mère d'ajouter. C'est assez curieux, c'est l'origine des habitudes. Les cellules ont l'impression que c'est cela qu'il faut faire, c'est cela qu'il faut faire, c'est cela. Mère tourne son doigt en rond. Toutes les maladies chroniques viennent de cela. Il peut y avoir un accident. Quelque chose se produit, c'est un accident. Et alors il y a une espèce de bonne volonté soumise et consciente qui fait que cela se répète. Il faut répéter, il faut répéter. Mère tourne son doigt en rond. Et ça s'arrête seulement s'il y a une conscience qui est en contact avec elle et qui peut leur faire comprendre que non, dans ce cas-ci, il ne faut pas répéter. Cette conscience qui a un contact avec les cellules, c'est le mantra. C'est la défaite des habitudes. Alors on comprend que la matière peut devenir n'importe quoi. C'est la liberté absolue, pourvu qu'on trouve le moyen de contact. Et Mère conclut. Il y a des cas où c'est extrêmement utile, ce pouvoir de répéter. Je pense même que c'est cela qui donne de la stabilité à la forme. Autrement,
on changerait de forme ou d'apparence, ou on se liquéfierait. Dès lors, nous comprenons que nous sommes au seuil d'une vie formidablement nouvelle. Le mantra est seulement un premier pas pour forer les couches et pour empêcher l'éparpillement du corps dans un cosmos affreusement libre. Le deuxième pas est de savoir par quel moyen, quel instrument nous allons pouvoir remodeler cette matière libre. Mais la matière est libre. La difficulté, c'est qu'elle est formidablement libre. Quand le bocal est rompu, c'est la formidable invasion des énergies mêmes qui constituent la matière et les mondes. Ce que Sri Aurobindo appelait la force supramentale. 62-126. Une puissance si formidable, si libre, si indépendante de toutes les circonstances, de toutes les réactions, de tous les événements. Autre chose. Autre chose. 64-73. Une puissance qui peut tout broyer et tout reconstruire. 71-19. Toutes les consciences corporelles ordinaires sont trop minces et trop fragiles pour supporter ce pouvoir formidable. Et alors, le corps est en train de s'habituer. Et il est, tu sais, comme s'il apercevait tout d'un coup un horizon tellement merveilleux, mais formidablement merveilleux. L'aurore d'une vie nouvelle.